là que de temps en temps, c'est-à-dire que là, les choses où j'ai parlé de façon continue, elles sont déjà derrière nous maintenant, ça m'arrivera. S'il y a un trou, je parlerai également, mais en général, je reprends ce qui a été dit. C'est-à-dire quelqu'un parle, et puis ensuite je fais des commentaires. Jusqu'ici, jusqu'à la fin de l'année, comme c'est tous les 15 jours, ça paraît être occupé par tout le monde. Maintenant, peut-être qu'à un certain moment on aura un trou, je ne sais pas. En général, les gens devraient s'amener seulement comme il y a. C'est une sorte d'intertrimestre, d'intersemestre. Je voulais faire un travail sur la littérature mineure et je voulais prendre Sade aussi. À titre, Sade. Je voulais travailler sur Sade. Avec Navet, avec Canonique, suffisant pour commencer. Tant pis, on verra bien. De toute façon, ça n'a pas d'importance, étant donné qu'il faut absolument entendre ce que va nous dire Constance. Bon. J'ai mis ce machin-là. Oui, j'étais mis des trucs à ma vie. Si tu lis, il faudrait savoir qu'est-ce que c'est ce que tu vas dire. Non, non. Tu ne dis pas. Non, je ne peux pas lire. Non, dis-moi. C'est ça. C'est ça. Parfait. Et non, je m'en étouffe. Il faut le mettre là. Les autres, s'ils en veulent, ils les demanderont. Donc, je présentais la dernière fois l'histoire d'Isabelle de Bavière, l'histoire secrète. Mais il faut oui. Pour être clair, oui. Tu vois bien comment je fais, tu écris le titre au tableau, ce sur quoi tu parles. Comme ça fixe l'esprit des hommes. Il faut laisser la porte ouverte, mais uniquement un tout petit peu. C'est ça. Très peu. Un dos de chaise. C'est ça. Voilà. Parfait. Très bien. Très bien. Ça va. Ça va. Donc, je vais faire une petite présentation du concept de chimère. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que ça s'appelle chimère? Oui, en passant par d'autres concepts comme l'histoire, le roman, la vérité, pour aboutir au concept de chimère. On a vu la dernière fois, on a présenté l'histoire secrète d'Isabelle de Bavière, qui s'inscrit dans l'histoire de la guerre de 100 ans. Sade s'attelle à réécrire l'histoire de 100 ans en transformant le personnage d'Isabelle de Bavière en monstre. Isabelle de Bavière s'avère un monstre, un vrai monstre dans ces romans. Il s'agit d'un roman historique, mais Sade prétend dire qu'il écrit de l'histoire. Sade présente un roman sous forme d'histoire. Quelque chose qui est assez problématique, puisque Sade prétend avoir trouvé des documents d'archives
qui sont la base de la narration, qui servent de base de la narration. Gilbert Lely parle de super-séries littéraires comme ces documents ne sont pas vrais. On ne peut pas même prouver, à proprement dire, on ne peut pas prouver l'existence de ces documents-là, puisque les fonds d'archives auxquels prétend Foucault sont détruits lors de la Révolution française. Sade entre en matière avec la présentation du personnage d'Isabelle de Bavière pour tisser toutes sortes de liens entre la sexualité et les crimes, pour désigner l'histoire, dit-il, de la guerre de 100 ans. En vérité, il met à la scène narrative un personnage pour décrire les crimes. Mais il prétend à la vérité. Comme on l'a déjà vu, cette vérité n'est rien d'autre qu'une vérité narrative, une vérité littéraire. On a abordé comme ça les concepts d'histoire à travers Isabelle de Bavière. Deuxièmement, on peut poser maintenant, dans la même veine, la question des romans. Qu'est-ce qu'est le roman chez Sade? Sade reprend la même trame, il reprend la même argumentation pour encore une fois, affirmer les vrais. En écrivant une sorte d'introduction au crime de l'amour, qui est la deuxième œuvre qu'on va aborder. Donc on a parlé d'histoire secrète d'Isabelle de Bavière. Il s'agit encore une fois d'un roman qui se présente sous forme d'histoire. Deuxièmement, on passe au crime de l'amour. Les crimes de l'amour qui seront publiés en 1800. Du vivant de Sade, bien évidemment. Bon. Dans les crimes d'amour, Sade reprend la même argumentation. Il dit au lecteur qu'il va présenter la vérité toute nue. Il va affirmer ce qui existe vraiment. Il vaut la peine de lire un passage tiré des crimes de l'amour pour comprendre de quoi il s'agit. L'introduction au crime de l'amour porte le titre « Idées sur les romans » et on peut trouver séparément ces petites opuscules sous le titre « Idées sur les romans ». Donc, ça s'adresse au lecteur et montre comment on peut écrire un vrai roman.
contenu d'ailleurs par aucune digue, use Atonès du droit de porter atteinte à toutes les anecdotes de l'histoire, quand la rupture de ces fronts devient nécessaire au plaisir que tu nous prépares. Encore une fois, on ne te demande point d'être vrai, mais seulement d'être vraisemblable. Trop exiger de toi serait nuire aux jouissances que nous en entendons. Ne remplace point cependant le vrai par l'impossible. Et qu'est-ce que tu inventes soit bien dit. On te pardonne de mettre ton imagination à la place de la vérité qui est, selon la clause expresse d'orner et d'éblouir. Voilà un petit passage, je dirais, d'idées sur les romans, où l'on trouve introduite la phrase « les anecdotes de l'histoire ». Sade sert de petites anecdotes historiques pour écrire les romans. Il gravite encore autour de la vérité. On te demande point d'être vrai, mais puis il revient pour dire ne remplace point cependant les vrais par l'impossible. Voilà. Sade gravite autour du concept de vérité. Le concept de vérité s'avère un facteur de la narration sadienne, à proprement parler. Donc, moi, je fais une lecture des nouvelles historiques, des romans historiques. Il y en a deux nouvelles historiques dans Les Crimes de l'amour. Le premier porte le titre Rodrigue et l'autre porte le titre Juliette et René. Il s'agit de romans qui sont tirés quelque part, des anecdotes historiques qui sont tirées quelque part de l'histoire même. C'est ce que Sade dit. Sade trouve, autrement dit, la source d'inspiration par rapport à l'égard de ces romans à l'histoire ou aux petits passages historiques, marginaux, etc. On peut maintenant aborder assez vite les romans intitulés Rodrigue ou La Tour Enchantée, conte allégorique. Qu'est-ce qui se passe dans ces romans? Ces romans introduits mettent en scène Rodrigue, qui est le roi d'Espagne. Rodrigue est encore une fois un personnage entièrement criminel, pusillanime, qui est entièrement dirigé dans... Là aussi, écrit les noms, parce que les gens ne comprennent pas quoi il s'agit. Rodrigue est le roi d'Espagne, un personnage criminel plongé dans les crimes qui cherche à satisfaire ses passions qui s'avèrent bien évidemment criminelles. La trame sadienne gravite autour de la péripétie de Rodrigue, d'une péripétie exotique, disons, ou surréaliste de Rodrigue. Pourquoi? Parce que Rodrigue, il n'a pas de moyens pour faire la guerre avec
un ennemi. L'ennemi est le père d'une fille qui, lui, l'a violée. La fille a été décédée par tristesse. Et donc, son père prend la décision de diriger toute une armée contre Rodrigue. Mais le problème est que Rodrigue n'a pas de moyens pour se lancer dans cette guerre, car les ébauches, les gouvernements, quand les ébauches de Rodrigue ont conduit le gouvernement à un affaiblissement total. Donc il n'y a pas de moyens pour Rodrigue pour se lancer dans la guerre avec ses pères de la fille tuée, de la fille violée et décédée. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a une tradition en Espagne, près de Tolède, il y a une tradition, une légende, selon laquelle dans la tour dite enchantée, il existe des sommes immenses. Il existe un trésor. Alors, Rodrigue prend la décision d'y aller chercher le trésor et il fuit la tour enchantée. Mais quand il entre la tour enchantée, il rencontre une série de monstres, des fantômes, des animaux, etc. Il entre dans une sorte d'enfer. Le personnage principal de la tour enchantée, c'est un horloge. C'est un horloge-temps. Il s'agit d'une statue horloge, une statue bizarre. Cette statue ouvre l'enfer à Rodrigue. Elle est le premier agent de la péripétie de Rodrigue dans la tour enchantée. Il s'agit d'une péripétie dans l'enfer, animée, contrôlée, dirigée par ces personnages, statue de temps. Ces personnages, cette statue porte une massue et il frappe avec sa massue de minute en minute la terre en tant qu'horloge. Voilà, c'est un horloge bizarre, un horloge qui n'a pas d'indice, mais il a une massue et il frappe par elle, et elle frappe la statue par elle, la terre, en ébranlant toute la tour enchantée. Il s'agit, on peut comparer l'entre-eux, on peut comparer l'enjeu de Rodrigue, l'enjeu des statues temps, en sorte de jeu vidéo, puisqu'on voit Rodrigue passer d'une piste à l'autre sous les coupes de massue de la statue temps. Finalement, Rodrigue, après avoir passé toute une sorte de péripéties, toute une sorte d'agon, dirait-on en grec, de toute une sorte de péripéties, comment dire, toute une sorte de plongée en apnée dans l'enfer, il arrive finalement à trouver les trésors. Après avoir voyagé même dans l'espace cosmique,
comme dans l'enfer, dans les entrailles de la terre, il y a des animaux qui peuvent aller jusqu'à l'espace cosmique. Donc, Rodrigue a fait un voyage vraiment extraordinaire depuis les entrailles de la terre jusqu'à l'espace cosmique pour trouver enfin les trésors. Il arrive à trouver, après tout, les trésors. Bon, il l'apporte et il se dirige vers la sortie. Il se dirige vers la sortie pour trouver ses camarades, ses laquais, ses amis, etc. Donc, ses guerriers. Il a donc la somme nécessaire pour pouvoir se lancer dans une guerre contre l'ennemi. La guerre a pris lieu et durant cette guerre, lors de cette guerre, Rodrigue est tué par son ennemi principal. C'est ça la narration, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Donc, ce qu'on peut tirer de ces romans, c'est tout à fait significatif, s'avère tout à fait significatif pour notre étude. Puisqu'il introduit, Sade, dans ses romans, peut introduire la notion, le concept de fouille, une sorte d'excavation, Rodrigue, pour pénétrer dans la tour enchantée, il effectue une sorte de fouille, d'excavation. Voilà, on a le concept de fouille, et puis on a une statue temps. Ce sont des éléments qui peuvent nous conduire vers l'espace, disons, archéologique. Puisqu'à l'époque de Sade, il y avait vraiment des fouilles qui étaient des fouilles d'intérêt archéologique, d'intérêt plutôt paléontologique, à la recherche du premier homme ou des animaux ou des mamelles préhistoriques. C'est ça le cadre historique d'où Sade peut attirer les concepts des fouilles. Mais pour dire les données, il ne s'agit pas d'une fouille à proprement parler, puisque à l'intérieur de cette tour, il y a des êtres vivants qui peuvent accueillir inamicalement, disons, Rodrigue. Donc, il n'y a pas, bien évidemment, une vraie fouille, mais il s'agit d'une fouille narrative. Mais ce qui attire particulièrement l'attention, c'est la présence au cœur même du roman d'une statue qui prend la forme dit-on, d'une statue horloge. On a donc un concept archéologique, le concept de fouille, et puis on a un concept
mécanique, un concept technologique, un concept novateur, imagine la statue temps. Donc, les problèmes qu'il se pose est les suivants. Comment peut-on relier la statue temps à la vérité, et puis comment pourrait-on expliquer les concepts de fouilles? Où est-ce que je cherchais en effet, tu parles de fouilles, mais dans quel passage? Où c'est qu'il y a ce mot de fouille? Dans le texte. Oui. Il fouille quoi dans le texte de Sade? Il fouille la tour enchantée. À quel endroit est-ce? Sous quelle forme ça se pose? Attendez. Tu as mis sur la porte si bien verrouillée, oui, que nul mortel n'a jamais pu l'ouvrir de ce monument, c'est-à-dire de la tour enchantée. Il y a une inscription en grec, bien précisément, qui signale aux passagers, je pense aux passants, n'approche pas si tu crains la mort. Rodrigue arrive à ouvrir la porte et pénètre dans le lieu. Mais on ne dit pas qu'elle est fouille. Si, il y a le mot de fouille dans le roman même. Parce qu'ils avancent à la lumière des torches dans une grande salle où défile un chœur de spectres incarnant toutes les personnes qui ont été tues par Rodrigue lors de son règne. Le roi passe au milieu et rencontre un autre groupe qui est composé par les jeunes filles qu'il a déflorées. Et il passe au milieu de ses victimes. Enfin, parce que je cherchais où ça pouvait se trouver. Alors c'est là qu'il entre dans une autre salle, au milieu de laquelle se trouve une statue énorme qui représente le temps, armé d'une massue, et qui frappe la terre de minute en minute avec un bruit épouvantable. C'est ça. Si bien que toute la cour en était ébranlée. Voilà. Rodrigue tu mets ensuite, à l'instant, la scène change, les voûtes disparaissent, une tempête emporte Rodrigue, mais là, je dois dire que je n'ai pas malheureusement apporté le texte, mais j'ai cherché, je dois dire en vain, ces fouilles sur lesquelles tu attaches une importance intéressante, mais qui ne me semble pas totalement justifiée par le déroulement du texte. Oui, vous avez raison, mais les termes de fouille existent dans les textes saviens, dans un sens métaphorique. Oui. C'est ça qui introduit le terme de fouille. Mais il faut que je trouve le passage. Il aurait fallu porter la nouvelle.
Tu l'as la nouvelle là, Non, non. Il aurait fallu la porter. Bon, mais ça n'a aucune importance. Oui. Je te laisse, alors continue. Oui. Sade, Rodrigue, il raconte une série de fantômes qui étaient vraiment ses victimes, qui vient hanter cette péripétie dans les entrailles de la terre. Je parlais des fouilles puisque j'ai trouvé quelque part dans le texte sadien le terme même des fouilles. Mais ce qui importe, c'est pas le terme même, mais tout un processus qui porte sur un monument qui cache un trésor. Alors, on peut affirmer que Rodrigue se dirige vers le passé pour avoir la chance de changer l'avenir. Il se dirige vers le passé, il fait une sorte de fouille, une sorte d'invasion dans le passé, d'une pénétration dans le passé pour trouver quelque chose extrêmement important pour qu'il puisse combattre son ennemi. Mais il faut préciser les points de repère. Pourquoi ce roman est important? Ce roman est entièrement significatif dans le cadre de mon étude parce qu'il met en scène une statue horloge, parce qu'il met en scène une sorte d'horloge qui dirige la narration du marquis de Sade. C'est un élément extrêmement important parce qu'il introduit le lecteur dans un temps nouveau, qui est le temps de la ville. Le temps de la ville de laquelle parle Jules Deleuze à propos de Kant, en disant que à l'époque des Lumières, c'est Kant qui introduit un nouveau rapport du temps. Le temps s'intériorise, il nous scande nous-mêmes, dit Deleuze, c'est une citation tirée de Jules Deleuze. C'est temps donc qui dirige la vie des hommes et la vie de Rodrigue lui-même. Le temps en tant que personnage, le temps en tant que facteur novateur. Il faut souligner le fait que le temps s'avère un élément différentiel à l'époque des Lumières, puisque avant les Lumières, le temps n'était pas une machine qui frappait de minute en minute comme indice ou comme machut, mais il y avait une autre conception des temps qui portait sur Dieu. C'était le temps de Dieu. Voilà. Donc on a affaire avec des conceptions différentes des temps. L'une qui porte sur la divinité, qui s'érise
qui s'érige à l'écriture sainte, et l'autre qui est celle de l'époque des Lumières, une conception, disons, machinique, une conception qui extériorise le temps en l'intériorisant en nous-mêmes. Voilà. Qu'est-ce que le temps? Voilà, c'est le montre. Le temps, c'est le montre. Mais en plus, c'est un élément qui délimite l'espace, la narration et la vie à l'époque des Lumières. Sade, cela ne signifie pas que Sade avait lu Kant, non, pas du tout. Mais on parle des idées générales qui se trouvent, qui circulent dans un certain milieu. On parle des idées qui sont à l'air et non dans la tête, comme dirait René. Oui. Si. J'en suis sûr. Oui, j'en suis sûr. J'en suis sûr, je n'apporte pas ça. Donc, il y a des conceptions différentes qui portent sur le temps. La conception des Lumières et la conception du Moyen-Âge. Je ne dis pas, bien évidemment, que ça a lu Kant, non, pas du tout, mais je parle d'une certaine piste de pensée, d'une certaine piste de s'exprimer qui comporte le facteur novateur des temps. Dans ces cadres-là, le personnage de statut temps s'avère significatif puisqu'il oriente la narration vers un certain point. Il préconise, il laisse entendre la mort, enfin, de Rodrigue. Voilà, on a d'une part les concepts de temps, la statue temps, et d'autre part il y a les concepts de la tour enchantée, qui est il ne s'agit pas d'un concept, c'est une image, une notion qui est liée aux idées de la fouille et aux idées archéologiques. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le fait que dans ces mondes, dans les entrailles de la Terre, Rodrigue a pu trouver ses victimes, a pu rencontrer ses victimes sous forme de fantômes, a pu rencontrer des animaux extraordinaires, a pu rencontrer des volcans, etc. Éléments qui Rodrigue lui-même le révèle à la fin, ne sont rien d'autre qu'un langage passionnel. Voilà. L'enfer, les entrailles de la terre, révèlent un langage, renvoie à un langage passionnel. C'est dont il est question, donc, en fin de compte, c'est le langage des passions. Voilà. On peut ainsi comparer la narration de Rodrigue à la narration d'Isabelle de Bavière, puisque dans les deux cas, on fait face à des passions inassouvies, à des passions qui bloquent et débloquent la narration.
toujours sous la constellation de la vérité. Je voudrais focaliser mon propos sur la passion sous forme de fantômes, etc. Il s'agit d'une passion criminelle, c'est le cas aussi d'Isabelle de Bavière, qui gravite autour d'un certain nombre de crimes. C'est les crimes qui rencontrent, en fin de compte, Rodrigue dans la tour enchantée, sous les coupes de massue de la statue Pan. C'est les crimes qui s'expriment, qui prennent forme dans les entrailles de la terre, et chose qui peut nous amener vers la narration d'Isabelle de Bavière. Je t'arrête ici une seconde, parce que là, je peux t'empêcher de rester dans une certaine confusion. Et comme il y a une idée dans ce que tu dis, mais cette idée, je dois bien dire, Constantin, est présentée avec une confusion telle que personne ne peut rigoureusement rien y comprendre. J'arrive à comprendre ce que tu veux dire. Et ce que tu veux dire est évidemment très intéressant. Mais tu le dis formel. Et je suis obligé d'accentuer là-dessus, parce que c'est important quand même, et ça n'aurait pas d'importance, je n'en parlerai pas, mais c'est important, mais il ne faut pas le présenter de cette façon qui est extrêmement mal présentée. Il faut simplifier les choses. Tu as une idée directrice, c'est absolument certain. Et qu'elle soit claire, ça, je ne voudrais pas l'affirmer, qu'elle soit facile à expliciter non plus. Cette idée directrice, c'est tout en parlant, on ne sait pas comment, de sexualité, mais enfin, laissons de côté, c'est d'essayer de voir de quelle façon il y a un rapport entre chez Sade, entre son écriture et le temps de l'histoire, et son écriture et la vérité du roman. Bon, la vérité du roman, ça peut se comprendre, elle est simple, il l'exprime à plusieurs reprises. On peut voir des textes qui l'attestent justement dans son essai sur les romans, dans ses présentations, c'est-à-dire la vérité du roman, c'est de présenter l'homme tel qu'il est, et la vérité de l'homme, c'est le crime. Bon, de toute façon, tant qu'on n'est pas allé jusqu'à trouver dans une histoire quelque chose qui soit un crime, on n'est pas allé jusqu'à la vérité. L'histoire telle qu'elle se présente, c'est-à-dire l'histoire des historiens, se contente de miser sur des passions explicites, des passions, on pourrait dire, de façade. Et c'est assez juste également, même pour la façon dont parle l'histoire au présent, à l'heure actuelle dans le journalisme. L'histoire, en fait, présente des faits, présente des successions d'événements. Elle ne cherche pas les motivations, ou s'il y a des motivations, c'est le gain, par exemple, ou c'est l'ambition. C'est l'ambition, ou c'est, à l'époque de Sade, ou dans l'histoire telle qu'elle est racontée à travers les batailles et à travers les hommes politiques, les souverains, c'est l'honneur, c'est le goût de la victoire, etc., le goût du triomphe, de la domination. Mais ce n'est qu'une portion de la vérité humaine. C'est pourquoi il dit l'histoire à la fois, tu dis c'est confus, non, c'est pas confus ce qu'il dit, mais il faut bien dégager sa signification, c'est-à-dire l'histoire résonne sur des événements qu'elle ne peut pas transformer alors que
le roman, lui, peut créer des événements, donc on pourrait dire l'histoire est vraie, le roman est faux. Or, il inverse la proposition. Il dit l'histoire est vraie, si l'on veut, au niveau du déroulement des faits, mais elle n'est pas totalement vraie au niveau des motivations. Tandis que les seules choses, le seul domaine dans lequel on voit les motivations, c'est le domaine du roman. C'est donc de ce point de vue-là qu'il y a une différence entre deux formes de vérité. Cette motivation, on pourrait le traiter, je ne veux pas le faire, implicitement parce que tu as toi-même fait de la psychanalyse et de la psychanalyse lacanienne, tu es tenté un peu sans le dire d'aller de ce côté-là, mais on pourrait dire ce qu'il veut chercher dans la vérité du roman, c'est le refoulé. C'est-à-dire ce sont les passions secrètes. C'est la profondeur de la motivation, c'est l'intériorité, alors que l'histoire n'aborderait que l'extériorité. Dans un conte que tu choisis parmi une multitude de contes, une multitude, il y en a une dizaine de récits qui sont soit empruntés à l'histoire, soit pas empruntés à l'histoire. Le greffard, qui officiellement sur l'histoire, une histoire arabe, d'un dénommé Abdul Farid, je ne sais pas exactement comment il s'appelle, il donne le nom de l'historien qui le donne aussi. C'est un conteur arabe qui va raconter quelque chose que va utiliser Sade, tu le relèves fort bien d'une façon allégorique. Cette façon allégorique, il ne va pas dire que son histoire est allégorique totalement, mais il utilise cette expression d'allégorique lorsqu'il parle de cette jeune fille qui a été violée par le roi Rodrigue et qui, pour le signaler à son père, utilise une lettre, ce qu'il appelle une lettre allégorique, c'est-à-dire qu'il lui écrit « L'anneau que tu m'avais donné a été brisé par le roi qui s'en est emparé en se ruant sur moi avec un poignard. » Bon, le père comprend fort bien ce que c'est, et il dit à ce moment-là que, alors qu'il est chez les morts, en Afrique, au Maghreb, il les mobilise de façon à revenir, de façon à entrer en guerre contre Rodrigue. Mais Rodrigue, pendant ce temps-là, va se diriger vers cette fameuse tour enchantée, et c'est là où, effectivement, peut avoir allégoriquement sens l'idée qu'il va faire une fouille dans son inconscient. Il va faire une fouille, justement, à l'intérieur de ses crimes. Et c'est en ce sens-là qu'il pénètre dans un souterrain, qu'il pénètre dans des salles où il y a devant ses yeux l'ensemble de ses crimes, à la fois les meurtres et à la fois les viols, et où apparaît, en scandant justement le temps profane, le temps incontestablement profane et irréductible, un petit peu, ça fait penser beaucoup à l'horloge de Baudelaire, ça fait penser également au puits et le pendule d'Edgar Poe. Il y a quelque chose qui, chez Sade, appartient par ce biais-là, d'ailleurs, à ceux qui, à son époque, il le signale dans l'historique même qui fait généralement du roman, mais peut-être sans y mettre l'accent, parce que c'est trop contemporain à lui, il n'en a pas saisi la signification, c'est un peu le roman noir anglais, celui de Lewis, du Moine, celui de Richardson, celui je me rappelle plus de Radcliffe, il y a la naissance et l'expansion de ce roman noir, romantique, qui donnera également le Château d'Otranto, etc., de Walpole, donc tout un tas de romans terribles qui vont mettre en scène, en particulier d'ailleurs, des transgressions commises par des religieux, etc., dans lequel on a une sorte de correspondance, de retentissement très certain, avec la pensée, avec l'inspiration de Sade, qui occupe une place très particulière, mais qui, malgré tout, de ce point de vue-là, s'insère à l'intérieur d'une sorte de roman historique européen qui
souriante vers un certain aspect du romantisme. Cette fouille, tu vas chercher l'histoire de cette fouille du côté de Buffon. Oui et non. Non, parce que cette pénétration dans les profondeurs, c'est quelque chose d'extrêmement ancien. Tu signales d'ailleurs toi-même qu'on trouve cette idée de fouille, de pénétration dans les profondeurs chez Thucydide et chez Hérodote. Mais tu cites pas chez Hérodote quelque chose qui est encore plus clair et qui est le début même de l'histoire d'Hérodote, c'est tout simplement l'histoire de Gygès, qui a été renvoyée, qui a été recensée ensuite et qui a été reprise par Platon dans la République, puisque c'est à l'intérieur d'un gouffre qu'il trouve non seulement un anneau, mais il trouve un géant qui porte cet anneau. Donc cette idée de la pénétration dans les profondeurs de la Terre, il n'a pas besoin d'aller se référer à des sources plus ou moins contestables, d'ailleurs chez Buffon, son contemporain dans le domaine de l'histoire naturelle, c'est que ça appartient par des voies dont on peut faire l'analyse d'ailleurs, je n'irai pas me hasarder à le faire, mais par des voies tout simplement attestées d'un point de vue historique, à la tradition du conte, extrêmement ancienne, que l'on trouve également dans les Mille et une nuits, on le trouvera. Donc il y a tout un corpus de tradition de cette tour enchantée qui supporte en quelque sorte l'allégorisme de Sade et qui fait qu'on n'a pas besoin d'interprétation même très complexe pour comprendre justement comment cette pénétration dans les profondeurs se trouve là, ainsi que ces voyages que si je trouve par exemple dans les voyages de Milton, dans le Pandémonium de Milton, le voyage à travers l'espace, qui lui d'ailleurs n'est pas laïcisé, puisqu'il est pris très directement dans l'imaginaire religieux, mais qui transforme l'imaginaire religieux également en quelque chose qui est supporté par toute une tradition imaginaire, encore une fois, qui se trouve dès l'Antiquité. On pourrait dire que ce n'est pas la religion qui supporte l'imaginaire, c'est au contraire un imaginaire extrêmement plus étendu que celui de la simple histoire du paradis perdu, par exemple, chez Milton, qui se supporte toute sa vision des voyages interstellaires, du Pandémonium, etc. Donc il y a chez Sade, sans qu'il le rappelle, il n'a pas besoin de le rappeler, parce que ça appartient, en quelque sorte, on pourrait dire, ce sont ces choses qui appartiennent au tout venant de l'imaginaire, à l'imaginaire courant, à la chose. C'est ça, tu me cites à un certain moment, au moment où je dis, en effet, il y a des choses qui sont dans l'air, il y a des choses qui sont qui créent une atmosphère, un contexte. Alors c'est dans ce contexte que se développe cet allégorisme de Sade. Alors il est vrai, mais là c'est extrêmement hypothétique, peut-être le fait de trop accentuer nuirait même à l'effet. Il est vrai que cet homme mécanique qui tape sur le sol représente quelque chose comme une ponctuation d'un temps, mais c'est plutôt un temps tragique, un temps, encore une fois, ce temps de la répétition, de l'uniformité répétitive et éternelle que l'on voit fort bien dans ce texte de Baudelaire que je te rappelle, et qui s'appelle L'Horloge, justement, et qui est également inspiré aussi, ou tout au moins en résonance avec la pensée d'Edgar Poe, quelque chose qui est cette sorte d'inéluctable, de répétitif, de mécanique du temps, c'est-à-dire ce qui ponctue incontestablement les crimes, c'est à la fois l'irréversible et c'est le répétitif, le mécanique d'une temporalité uniforme qui s'écoule et qui ne donne pas la possibilité
d'introduire là-dedans une finalité quelconque, un destin, un rachat. Je veux bien qu'à ce moment-là, on dise que d'une façon implicite, qui n'est pas exprimée par Sade, mais que l'on peut fort bien greffer sur lui, il crée avec cette sorte de bricolage, si tu veux, d'un imaginaire qui remonterait jusqu'à l'Antiquité, jusqu'à l'anneau de Gigès, qui englobe encore une fois et Milton et les souterrains du moine de Lewis, etc. Tout cela lui permet de broder autour de ce canevas un peu exsangue du conte arabe. Il brode quelque chose qui était très riche en couleurs, très terrifiant, et qui, d'une certaine façon, sans que ça soit encore une fois, j'insiste là-dessus, parfaitement explicité, et beaucoup moins je pense que tu ne le fais, il greffe justement quelque chose qui est ce temps profane du crime, qui est à la fois celui de la permanence, de l'éternel retour, d'une répétition, mais qui cette fois n'est pas salvatrice comme chez Nietzsche, mais au contraire quelque chose qui conduit à une sorte de damnation éternelle, irrécusable, à l'égard de laquelle d'ailleurs Sade entretient une sorte d'indifférence cynique, puisqu'au fond, en définitive, il n'y a pas de condamnation là-dedans, il y a simplement la constatation de quelque chose qui est l'indifférence totale de la nature à l'égard des actions humaines. Donc il y a quelque chose qui est le déroulement de l'éternel naturel, sur lequel les actions humaines, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, il le dit à plusieurs reprises, ça n'a aucune importance relativement à l'éternel, puisqu'il crée même, il parle même de l'éternel, il n'élimine pas l'éternel. Au fond, que l'éternel, qu'il soit Dieu, qu'il soit nature, c'est un petit peu comme chez Spinoza, dans un sens qui n'est pas le même, bien entendu, mais enfin que l'on pourrait aussi mettre en résonance, c'est un petit peu du pareil au même. C'est totalement indifférent. C'est au fond cet aspect de l'indifférence des actions qu'il y a chez Sade et qu'on retrouvera d'ailleurs dans ses grands romans où il y a chez le libertin une certaine forme d'apathie, il y a quelque chose qui au fond fait que la nature n'est ni bonne ni mauvaise, elle est tout autant que coupable et tout autant mauvaise qu'absorbant et justifiant les actions, et inversement. Donc il y a quelque chose qui pourrait être trouvé en écho dans ce texte allégorique. C'est dans ce sens-là que je m'orienterai, mais en insistant toujours sur le fait que c'est un développement de cet allégorisme qui n'est pas du tout précisé chez Sade, il faut bien le dire. C'est-à-dire ce sont des développements que l'on greffe, que l'on peut greffer sur le texte de Sade. Lui-même se contente de donner. Lui-même se contente de donner le récit, mais avec une certaine distance, d'ailleurs, qu'il faut toujours remarquer. Cette distance qui est ce que je l'avais remarqué la dernière fois à propos d'Isabelle de Bavière et qui avait été bien noté dans le texte d'Alain Bonsat sur Isabelle de Bavière, c'est les distances d'une sorte d'humour, une sorte d'humour. Il s'amuse un petit peu toujours, il prend cette distance toujours par rapport à ce qu'il dit. Donc chaque fois, il joue un petit peu avec le récit, avec le pathétique. Il n'entre pas non plus dans la logique vitale. Non, je ne peux pas lire. Non, les mots. C'est ça. C'est ça. Par exemple, je m'en étouffe. Il faut le mettre en œuvre.
Les autres, s'ils en veulent, ils les demanderont. Ça, c'est Donc, je présentais la dernière fois l'histoire d'Isabelle de Bavière, l'histoire Oui, secrète. mais il faut, Oui. pour être clair, Oui. tu vois bien comment je l'ai fait, tu écris le titre au tableau, ce sur quoi tu parles. Comme ça pique l'esprit des hommes. Il faut laisser la porte ouverte, mais uniquement un tout petit peu. C'est ça. Très peu, un dos de chaise, c'est ça. Voilà, parfait, très bien. Très bien. Très bien, ça va. Ça va. Donc, je vais faire une petite présentation du concept de chimère. Ah, c'est ça, qu'est-ce que ça s'appelle chimère? Oui, en passant par d'autres concepts comme l'histoire. Deuxièmement, on peut poser maintenant, dans la même veine, la question des romans. Qu'est-ce qu'est le roman chez Sade? Sade reprend la même trame, il reprend la même argumentation pour encore une fois, affirmer les vrais. En écrivant une sorte d'introduction au crime de l'amour, qui est la deuxième œuvre qu'on va aborder. Donc on a parlé d'histoire secrète d'Isabelle de Bavière. Il s'agit encore une fois d'un roman qui se présente sous forme d'histoire. Deuxièmement, on passe au crime de l'amour. Les crimes de l'amour qui seront publiés en 1800. Du vivant de Sade, bien évidemment. Bon. Dans les crimes d'amour, Sade reprend la même argumentation. Il leur rend la vérité pour aboutir au concept de chimère. On a vu la dernière fois, on a présenté l'histoire secrète d'Isabelle de Bavière qui s'inscrit dans l'histoire de la guerre de 100 ans. Sade s'attelle à réécrire l'histoire de 100 ans en transformant le personnage d'Isabelle de Bavière en monstre. Isabelle de Bavière s'avère un monstre, un vrai monstre dans ses romans. Il s'agit d'un roman historique, mais Sade prétend dire qu'il écrit de l'histoire. Sade présente un roman sous forme d'histoire. Quelque chose qui est assez problématique, puisque Sade prétend avoir trouvé des documents d'archives qui sont la base de la narration, qui servent de base de la narration. Gilbert Lely parle de supercherie littéraire comme
ces documents ne sont pas vrais. On ne peut pas même prouver, à proprement dire, on ne peut pas prouver l'existence de ces documents-là, puisque les fonds d'archives auxquels prétend Foucault sont détruits lors de la Révolution française. Sade entre en matière avec la présentation du personnage d'Isabelle de Bavière pour tisser toutes sortes de liens entre la sexualité et les crimes, pour désigner l'histoire, dit-il, de la guerre des 100 ans. En vérité, il met à la scène narrative un personnage pour décrire les crimes. Mais il prétend à la vérité. Comme on l'a déjà vu, cette vérité n'est rien d'autre qu'une vérité narrative, une vérité littéraire. On a abordé comme ça les concepts d'histoire à travers Isabelle de Bavière. Que de temps en temps, c'est-à-dire que là, les choses où j'ai parlé d'une façon continue sont déjà derrière nous. Maintenant, ça m'arrivera. S'il y a un trou, je parlerai également. Mais en général, je reprends ce qui a été dit. C'est-à-dire quelqu'un parle, et puis ensuite je fais des commentaires. Jusqu'ici, jusqu'à la fin de l'année, comme c'est tous les 15 jours, ça paraît être occupé par tout le monde. Maintenant, peut-être qu'à un certain moment on aura un trou, je ne sais pas. En général, les gens devraient s'amener seulement comme il y a. C'est une sorte d'intertrimestre, d'intersemestre. Je voulais faire un travail sur la littérature mineure et je voulais prendre Sade aussi. À titre, Sade. Je voulais travailler sur avec Navet, avec Canonique, suffisant pour commencer. Tant pis, on verra bien. De toute façon, ça n'a pas d'importance, étant donné qu'il faut absolument entendre ce que va nous dire Constance. Bon. J'ai mis ce machin-là. Oui, je t'ai mis des trucs à ma vie. Si tu lis, il faudrait savoir qu'est-ce que c'est ce que tu vas dire. Non.